bienvenue à tout le monde pour ce nouveau Wine Talk Show autour des accords mets et vins. Donc, sujet quelque peu connu, mais surtout passionnant. L'idée ce soir, c'est d'avoir du coup trois intervenants, trois sommeliers et sommelières, avec quand même un parcours brillant, qui vont pouvoir en fait nous parler de leur expérience dans les accords mets et vins à travers voilà, leur expérience en restauration, peut-être leur expérience personnelle, leur goût personnel aussi. On va venir les interroger voilà, sur qu'est-ce que eux aiment dans les accords mets et vins et qu'est-ce qu'ils vont chercher à travers ça. Je vous laisse vous présenter tout d'abord. Magali, peut-être à toi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Enfin, je sais pas si c'est OK si on m'entend. Oui, OK. Bonsoir à tous. Merci effectivement d'être là. Eh bien, moi, je suis Magali, sommelière. Et voilà, j'ai fait 18 ans de sommellerie dans un milieu autant de brasserie que de milieu étoilé. J'ai terminé chef sommelier d'un 3 étoiles Michelin. Et voilà, je suis devenue maman il y a 3 ans maintenant et la décision s'est faite plutôt naturellement. J'ai arrêté, j'ai monté mon entreprise de conseil en sommellerie pour les professionnels et les particuliers. Et je suis également facilitatrice à l'école Franck Thomas. Et voilà. Merci. Philippe, Pascal, Merci. Pascal, à ton honneur. tu nous entends, Pascal? Oui. Allez, vas-y, tu peux te présenter. Eh ben, Pascal Pauls, voilà, je suis un vieux briscard parce que j'ai bientôt 60 ans et que ça fait 40 ans que j'ai démarré le métier avec Franck. Et puis après avoir bourlingué en étoilé Michelin, je viens d'ouvrir un bar à vin à Cannes. Voilà, un petit repère où on boit des canons. Et puis quoi d'autre? Après, j'interviens sur l'école depuis bien longtemps. On a bossé avec Franck sur différents sujets. J'accompagne l'école un peu comme formateur, un peu pour les sélections des vins qui entrent dans les formations, un peu pour des particuliers qui viennent faire des sessions sur Antibes. Et puis le reste du temps, je bourlingue dans le vignoble tant que je peux, parce que ça, c'est le moteur. Super. Philippe? Ça suffit. Alors bonjour et bonsoir à tous. L'avantage, c'est que si vous voyez apparaître mon nom sur l'écran, Philippe Troussard, vous vous souviendrez que c'est plutôt facile à retenir, assemblage de trousseau et de Poulsard. Donc forcément, on va vous parler à la mode jurassienne, peut-être un accent jurassien ce soir, puisque je suis hôtelier, restaurateur et surtout sommelier en plein cœur de la capitale des vins du Jura, qui est Arbois, évidemment, pays pasteur, où nous avons créé, en fait, nous avons racheté une maison de maître il y a maintenant 18 ans en famille, que nous avons transformée en hôtel-restaurant, qui s'appelle l'hôtel-restaurant Les Caudalie. Donc n'oubliez pas de passer par Arbois, peu importe l'heure, il y aura toujours une bouteille d'ouverte, surtout que les vins jurassiens résistent à l'oxygène, ce qui n'est pas le cas de tous les vins français. Et donc sommelier, évidemment, passionné, maintenant 28 ans dans le métier de la restauration et toujours un parcours un peu atypique parce que je n'ai pas suivi le cursus peut-être classique de certains de mes amis qui ont eu l'honneur de pouvoir travailler dans la restauration étoilée. Moi, j'ai toujours travaillé en famille, formé avec mon papa, et puis maintenant, on travaille toujours encore en famille. Donc, j'ai eu la chance de créer directement mon établissement, ma propre cave. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir pu toucher, en tout cas, les étoiles, notamment avec mon ami Pascal. Je suis très heureux d'être là avec lui parce que il est considéré comme un de mes grands frères. Il m'a passionné, notamment chez Franck. C'est grâce à Franck que j'ai rencontré Pascal. Et aujourd'hui, être devenu meilleur ouvrier de France en 2015 avec lui, c'est tout un honneur et très content de partager cette visio avec vous. Ah, voilà. Je me disais quand même qu'ils ont une grande humilité, ils n'abordent pas. Il faut quand même souligner, hein, copain de promo du meilleur ouvrier de France sommellerie en 2015. Et Magali quand même, parce que tu l'as pas dit non plus, puis j'ai vu la question passer, qui a quand même travaillé au Mirazur chez le chef Mauro Colagreco, élu à un moment donné meilleur restaurant du monde. Oui, Donc, je suis extrêmement ravie de vous recevoir, d'avoir des invités de qualité tels que vous, et surtout de grands sommeliers, grandes sommelières. Je pense que on attaque un sujet, on s'attaque à un sujet qui est tellement vaste, mais tellement passionnant. L'accord mets-vin, est-ce que finalement ce n'est pas le but de tout sommelier, hein, la mission de notre métier, le pourquoi on est là, notamment au restaurant, c'est vrai, mais pas que. Et j'ai envie de commencer. Alors voilà, droit au but, pour vous, c'est quoi l'accord parfait? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous allez chercher en tant que sommelier avant toute chose
dans un accord mets et vin. Magali, peut-être tu veux commencer? Oui, bon, pourquoi pas, oui. Enfin, je tiens à préciser une dernière chose sur mon parcours, c'est que Pascal Pauls a fait partie de mes mentors hein, dans mon parcours de sommelier. Il y a eu un parcours quand même, voilà, avec Pascal, avec qui j'ai beaucoup appris, je tiens à le préciser. L'accord parfait, pour moi, bon, alors oui, la notion de plaisir, évidemment, hein, c'est ce qui passe avant tout. On peut ne pas être d'accord les uns les autres sur les accords, même s'il y a quand même des principes. En effet, l'accord de plaisir, l'environnement, le contexte, tout ça, c'est oui. Après, définir l'accord parfait lui-même de façon très précise, bon, il y en a plusieurs pour moi à mon sens, mais voilà, je vais laisser la parole à Pascal et à Philippe. D'accord, là, je sais pas, dans quel sens? On Euh, reste dans ce sens. on peut Ouais, rester c'est bien. bien sûr. On reste dans le même sens, comme ça on tourne dans la tour de. Voilà, ok. Euh, L'accord parfait, c'est le plaisir du client, pour faire court. Il y a trop de sommeliers qui se préoccupent du plat et du vin, et uniquement du plat et du vin. Et à un moment donné, c'est un triangle pour moi, un accord. C'est un plat, un client et enfin, un vin, un plat, un client. Et voilà, moi j'ai vécu des moments d'accords extraordinaires avec des choses qui étaient peut-être improbables. Mais à ce moment-là, le plat était bon, le vin était bon et on était dans une bonne énergie, on en avait envie. Et ça a fait un grand moment. Donc après, la technique de la... Pardon. La technique de l'accord existe. Il y a des choses à respecter. Mais est-ce qu'on doit imposer notre point de vue à tout le monde? Je pense que là, moi, aujourd'hui, j'essaie de réfléchir l'accord sur les textures et un peu plus que sur les saveurs. Et s'il y a deux grandes lignes que j'essaie de trouver pour les accords mets et vins, c'est de trouver un accord aromatique entre le niveau d'évolution ou de jeunesse du vin et le niveau aromatique du plat. Et j'aime qu'il y ait une corrélation entre les deux. Si le plat il tend vers le sous-bois, le champignon, j'aime que le vin ait un peu d'évolution et de patine. Et après, j'aime jouer sur les textures de bouche et d'opposer des tanins à du gras, d'opposer de l'acidité, mais des fois de superposer une acidité avec de l'iode et de jouer dans plein de sens différents en respectant au moins une idée de l'arôme et en essayant de décupler après la bouche par tous les leviers possibles. Donc voilà, l'accord parfait, il y en a 1000 et chacun a le sien. Hein, Philippe? Oui, c'est évident. Je vais apporter quelques petits ingrédients à la belle recette que nous a proposée Magali et Pascal, notamment pour la réponse à cette question. La question est extrêmement pertinente et elle va passionner forcément beaucoup d'auditeurs. C'est quoi un accord parfait? On peut dire, existe-t-il? Je reporterai finalement en rapport à la question que tu poses, Eva, avec une autre question. Existe-t-il? On peut dire que oui, pour les uns et les autres, parce que quand on l'a vécu, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est évident que c'est moins lisible. Alors, il y a deux versions. Pour moi, il y a un axe plutôt sommelier. Alors, sommelier, on peut dire caviste, restaurateur, ou celui qui est vraiment dans les métiers du goût, même ne serait-ce qu'un œnologue ou autre, peut avoir la capacité peut-être de comprendre cette histoire de fusion des saveurs, des textures, des persistances. Et je dirais même un petit point d'orgue supplémentaire par la rétro-olfaction, parce qu'on oublie souvent que la rétro-olfaction, elle est essentielle. Elle est vraiment, je pense que c'est intéressant à faire un focus là-dessus pour bien comprendre ce qui se passe dans ce mode de fusion. Et puis après, comme l'a dit Pascal, évidemment, il y a l'axe client. Et là, l'axe client, il est complètement différent par rapport au nôtre dans la partie technique. C'est-à-dire que le contexte, son ressenti, ses émotions personnelles, et puis, on doit aussi parler du prix d'une manière ou d'une autre, parce que si on lui fait vivre un accord mets et vins, il va aussi apprécier l'accord de fusion et de goût s'il s'en est tiré à un bon tarif. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est assez global, mais de ma vision, je te répondrai oui, et je répondrai oui à tout le monde. L'accord parfait existe-t-il? Parce on l'a vécu, mais je crois qu'il y a plein d'autres questions qui vont permettre de pouvoir développer ça. Complètement, merci. Bah, puis il existe, et je souligne hein, ce que vous, là où vous rejoignez tous les trois, il existe avant tout à travers le plaisir du client, du dégustateur. Et finalement, le sens de notre métier est là. On est là pour procurer de l'émotion à travers le vin, à travers les accords mets et vins, aux clients, aux dégustateurs, et tout tourne autour de ça finalement.
Et je rebondis aussi, du coup, Pascal, tu parlais quand même de jeux d'aromatiques et de textures. Alors, c'est vrai on peut aborder hein, brièvement les règles de base, on va dire, hein, de la sommellerie. On a les accords de couleurs, du rouge avec de la viande rouge, du blanc avec du fromage ou du poisson blanc. On a les règles de région, accords régionaux. Et puis, on peut aborder également les accords de puissance, mettre un plat épicé avec un vin assez puissant, des règles de finesse selon la finesse du plat, de la cuisine qu'on souhaite, etc. Et il y a cet aspect-là que je trouve absolument passionnant quand on élabore un accord mets et vin, c'est aller chercher un peu ce tips du miroir de l'aromatique, comme tu disais, Pascal, si dans le plat, j'ai du champignon, j'ai de la truffe, j'ai des arômes un petit peu d'évolution, je vais aller le chercher dans mon vin aussi. Ou au contraire, avec les textures, on peut aller jouer. Alors vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt côté jeu de texture ou est-ce que vous amusez plutôt avec les aromatiques? Je démarre, oui. Oui. Oui, Ok. tout. Eh bien, en effet, alors, avant, j'étais plutôt sur accord vraiment arôme, saveur et autres. Et effectivement, la dernière maison pour laquelle j'ai travaillé, les plats étaient très complexes. Et il y a un moment où il a fallu quand même cibler certaines choses. Et c'est là où justement, moi, de mon côté, je rejoins Pascal, j'ai commencé à m'intéresser aux textures et aussi aux températures. Température de service des plats, température de service des meubles, puisque les sensations sont différentes. Et au-delà de ça, bon, on peut pousser le curseur, hein, et je pense aussi que quelque chose qu'on sert en hiver, on le servira pas en été. Ça peut paraître basique comme phrase, mais c'est pas forcément quelque chose qui est toujours entendu et je trouve fait. Et c'est quand même pour moi quelque chose d'important. Et dans cette mesure, en effet, la texture, la façon dont c'est fait, et ce n'est pas que le vin qui fait l'accord avec le plat, c'est le plat aussi qui fait l'accord avec le vin. Je pense que les deux, enfin c'est ça, c'est que les deux se servent. Et parfois, ben, peut-être que s'il manque une touche d'acidité sur un vin, en effet, peut-être que le plat lui va pouvoir me l'apporter et construire un accord vin autour de cette perspective, ça ouvre plus, pour moi en tout cas, le champ des possibles. Ouais, complètement. C'est vraiment un échange hein, entre les deux, ça vient se compléter. Pascal? Ouais, ben, je pense que l'un sans l'autre, ça reste compliqué. J'aime associer les deux. Maintenant, je trouve que ma génération, on a appris le vin par les arômes, beaucoup plus que par la bouche. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans les formations de Franck, etc., on a recentré le débat sur la bouche. Le vin, c'est quand même fait pour être bu. Et quand on a appris le vin il y a une quarantaine d'années, on avait pour habitude de dire que 70% de la dégustation se passait au nez presque et 30% en bouche. Ça serait quand même pas mal que ce soit l'inverse. Le nez, en plus, a un caractère évolutif en fonction des températures, comme disait Mag. Il y a aussi des vins qui vont avoir des défauts par rapport à une conservation ou des évolutions différentes. Une bouteille conservée dans une cave humide, une cave un peu moins humide, froide, pas froide. Bon. Euh, donc aujourd'hui, moi, je suis concentré sur beaucoup plus les textures de bouche et je trouve que la longueur et la rétro-olfaction dont parlait Philippe, elle va être apportée justement par la salinité, par la vibration du vin. Et plus le vin aura de l'énergie et parfois même il sera un peu chaotique avec ce qu'on pourrait, un œnologue pourrait appeler des micro-déviances de type volatile ou des réductions un peu hautes, enfin des choses qui sont un peu techniques dans le vin, mais qui sont des curseurs où on va dans les vins de type très peu protégés en soufre, ou en tout cas des vignerons qui font des vins vivants. C'est ce qu'on va essayer de promouvoir et de chercher aujourd'hui, des vins qui ont des grosses énergies. Et là, avec des plats, ça décuple et ça prolonge la saveur du plat. Et en fait, on se rend compte en bouche que derrière, il se passe des choses gustatives qui sont magiques. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et donc, la texture, effectivement, d'opposer ou de superposer, comme j'ai tout à l'heure, en fonction de ce qu'on a comme type de plat. Hmm. Oui, ça reste. Je suis tout à fait d'accord avec mes amis, évidemment. L'intérêt, évidemment, jeu de texture, jeu de goût, les deux sont extrêmement importants. Et je trouve que ce qui est encore de plus important dans notamment la réussite de l'accord, dans ces deux jeux de goût et de texture, c'est de pouvoir avoir la capacité de marier en bouche aliments liquides et aliments solides. Je considère le vin et l'ensemble du monde des boissons comme un aliment liquide, c'est-à-dire que avoir cette capacité de gentiment commencer à appréhender, peut-être si c'est un morceau de fromage, commencer à le mastiquer gentiment sans l'avaler,
puis ensuite prendre une petite goutte de vin et ensuite reprendre la mastication, tout en faisant travailler cette rétro-olfaction. J'insiste sur ce format de persistance parce que c'est évidemment un cercle circulaire, hein, qui nous permet de pouvoir vraiment déguster correctement. Mais aliments solides et aliments liquides, c'est ce que j'aimerais proposer comme tips à nos auditeurs aujourd'hui par rapport à ce lien de goût de texture qui est de plus en plus probant. C'est-à-dire que tous les nouveaux apprenants dans le monde du vin aujourd'hui ont une chance inouïe par rapport à ce que disait Pascal. C'est que nous avons appris, et moi je fais partie encore de cette génération où on a appris le monde du vin, de la dégustation avec les arômes et des goûts qui étaient plutôt assez standardisés. Aujourd'hui, avec la biodynamie et les vins de lieu et les vins de terroir, on a de plus en plus de textures de bouche avec les vins. Donc, l'avantage de jouer avec les textures des aliments qui évoluent aussi. Et ça, Magali l'a très bien dit, les cuisines évoluent largement, les nouvelles bases, qu'elles soient végétariennes. Aujourd'hui, le cuisinier se redécouvre aussi. Il a des nouveaux challenges pour retravailler des cuisines végé. Il a des nouveaux challenges pour travailler des cuisines véganes, en lien avec une cinquième saveur qu'on peut appeler une cinquième saveur de base, qui est l'umami. Donc là, en fait, il y a une fusion entre les acides aminés, entre les nucléotides, dans tout ce qui est assez consistant en termes d'exhausteur de goût. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, cette fusion de texture de goût et de jeu de texture, du moins avec la saveur umami, c'est essentiel. Et on allait arriver sur l'umami, merci Philippe. Oui, finalement, on se rend compte que on doit tout allier. Je pense qu'on peut construire un accord mévin avec une seule règle, un seul principe, mais l'accord le plus complet, le plus voilà, qui procurera le plus de d'émotion et de plaisir, c'est quand même l'accord où on allie et l'aromatique, et la texture, et la puissance, et la finesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit dans les plats, c'est vrai surtout avec l'évolution de la cuisine, on joue de plus en plus sur les textures. Mais selon les phases d'évolution, t'en parlais Pascal tout à l'heure, si c'est peut-être un peu en réduction ou si à ce moment-là il y a une petite déviance, en fait on va venir se servir aussi des phases du vin, à quel moment il en est, pour venir rebondir là-dessus grâce aux accords. Donc en fait l'un et l'autre se servent en permanence. C'est presque comme un jeu, hein, finalement. Je rebondis du coup sur l'umami. Est-ce que peut-être un de vous trois pourrait expliquer, c'est quand même une sensation, une saveur que nous, on n'est pas forcément très habitués à déguster, à ressentir, à comprendre. Est-ce qu'en quelques mots, on pourrait expliquer comment vous percevez l'umami? Philippe, il maîtrise bien le sujet. Je te remercie, Pascal. Merci pour la balle. Je ne sais pas si je le maîtrise, mais en tout cas, peut-être que je vais l'exprimer avec une partie de mon expérience. Déjà, pour essayer de capter la majeure partie de nos auditeurs, c'est déjà à quel moment on la ressent. Tout le monde est capable de la ressentir, cette saveur. Par contre, de la décrire, c'est peut-être tout un autre art. Alors, par exemple, il y a plusieurs aliments qui sont simples et efficaces. Peau de poulet grillée, la vinaigrette aussi de la tomate, la salade de tomate que vous faites en été, vous savez, avec cette essence un peu balsamique, qui vous demande à mettre le petit morceau de pain, vous savez, dans ce petit bol de vinaigrette qui vous apporte une forme de légère addiction. Ça se ressent aussi dans un petit morceau de parmesan, ou alors, j'oserais dire, le comté, pas parce que je suis jurassien, mais presque. Dans le jambon cru, évidemment, les tomates mûres, la sauce soja, peut-être que si quelqu'un a déjà trempé, ne serait-ce que du bout de son petit doigt la sauce soja, il y a comme une forme d'addiction, c'est-à-dire il y a une succulence avec un état de salivation extrêmement généreux et important. Et ça, c'est le ressenti de l'organisme à travers en fait la partie buccale, comment se sent en fait la partie de la saveur umami. Donc tout le monde est capable de ressentir cette saveur. Après, il y a plusieurs autres aliments, que ce soit en fait des algues, l'algue kombu, qu'on a déjà cité en fait souvent dans les livres et dans les bouquins de culture japonaise. L'huître, l'huître est aussi en fait nature, hein, évidemment sans vinaigrette ou autre. Elle, On entend te perdre. permet de pouvoir en fait développer cette saveur umami, et par exemple la truffe ou autre, ça fait partie des aliments qui sont extrêmement importants. Alors comment ah, vous m'entendez? Oui, Oui, C'est bon. on te entend. vous m'entendez? Oui. Ah, toi, tu nous entends plus peut-être. Si, moi je vous entends très bien. Non, c'est bon, poursuis, on t'entend. Ouais, c'est bon.
Donc oui, je disais que c'est un lien avec l'ensemble de ces saveurs qu'on retrouve dans ces aliments, qu'on peut aussi ressentir dans un vin. La définition de umami, il me semble, pour avoir fréquenté souvent le Japon, à savoir que je suis ambassadeur pour la préfecture d'Hiroshima pour l'ensemble de la production des sakés, donc ça m'aide aussi. Uma veut dire délicieux et mi veut dire goût. Donc uma, délicieux, mi, goût, umami, qui a été découvert évidemment au début du XXe siècle. Donc c'est une saveur aussi on en a entendu parler par le nom de l'osmozone, par monsieur Brillat-Savarin au XVIIIe. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. C'est l'ensemble des contenus, des structures des acides aminés dont nous sommes aussi constitués, qui permettent en fait cette réaction du film salivaire et cette réaction légèrement addictive. La forte salinité et la forte acidité souvent est en lien avec ces saveurs de base qui sont évidemment dans la construction de l'accord. Et justement, on peut retrouver de l'umami dans les vins également, mais est-ce que pour vous, c'est plus ou moins facile de construire un accord autour de l'umami, finalement? Alors moi, c'est une expérience que j'ai jamais eu l'occasion de faire, tout simplement. Dans la mesure où en plus, effectivement, l'umami dans les plats était quand même extrêmement marqué. Et en tout cas, j'ai pas eu cette démarche jusque-là de mon côté. Voilà. Mais c'est pas courant. Puis je pense que nous, Non. euh, c'est presque récent, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Pascal et Philippe, mais dans la sommellerie, c'est assez récent de commencer à s'intéresser à l'umami, d'aller le chercher et de le travailler. On n'abordait pas du tout ces notions-là il y a peut-être, je sais pas, 15-20 ans dans la sommellerie. Bon, il y a moins que ça, oui. Ouais. Ne serait-ce qu'il y a 5 ou 7 ans, je pense que c'était un sujet qui était. Je peux sentir un peu l'avènement du saké Mm. qui est arrivé un peu chez nous à travers des sakés de type très peu poli, avec des céréaliers très hauts. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter des sakés à température 38 degrés. Et c'est là où on commence à comprendre où est l'umami, ce mélange entre le salé, la mer, l'acide, cette pointe à micro-douceur. Et moi, j'ai beaucoup découvert ça à travers des produits alimentaires, des choses que j'aime beaucoup. Je viens d'une région auvergnate où on produit de l'ail. Et il y avait un gars, il y a 15 ans de ça, qui avait lancé beaucoup d'ail noir. Maintenant, on en trouve partout. L'ail noir, c'est le produit type pour découvrir qu'est-ce que c'est l'umami pour quelqu'un qui n'a pas vraiment cette notion de ces mélanges de toutes ces saveurs de base réunies en une seule. Je trouve que l'ail noir est un super exemple. Et sinon, moi, je suis un grand fan de miso. Et je trouve que dans les misos, il y a des saveurs umami très marquées. Quand on fait un bouillon et qu'on met une cuillère de miso dedans, ça donne des énergies, ça décuple les goûts. Alors après, quand on le trouve dans le vin, il n'est pas tout à fait sur la même notion. Dans le saké, on s'approche plus de l'ail noir et du miso. Dans le vin, c'est beaucoup les élevages longs. Et aujourd'hui, il y a une tendance, peut-être grâce à nos amis jurassiens, mais on va de plus en plus pousser des élevages longs sur lit. Et en fait, tout ce qui se passe pour moi au niveau de ces goûts-là, ça se passe beaucoup dans le levain. Comme j'explique des fois aux clients, le pain au levain, s'il n'y avait pas le levain, eh ben, le pain n'aurait pas de goût comme ça. Et cette notion de fermentation et de contact sur les levures qui vont rendre tout ce qu'elles ont transformé pendant la fermentation, qui vont le rendre en goût au produit. Dans le vin, c'est pareil, il y a une fermentation. Si on soutire après fermentation et qu'on met le vin au clair et qu'on n'utilise pas cette matière vivante, on ne va pas chercher l'umami. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élevages longs sur lit qui des vignerons poussent sur 2 ans, 3 ans. On voit des expérimentations sur 10 ans. On parle de vin blanc houillé, donc pas de type oxydatif. Et en fait, là, on va aller concentrer, on va aller chercher la salinité, des notions sur à la fois des terroirs, mais tout ça, c'est dans la levure naturelle du raisin, c'est concentré dans les peaux, dans les acides aminés, dans tous ces éléments-là. Le temps fait les choses, et d'ailleurs, dans l'alimentaire, si tout à l'heure, Philippe parlait de jambon ou parlait de parmesan, on a de l'umami dans un vieux parmesan ou dans un vieux pata negra. On ne l'a pas beaucoup dans un jambon blanc. Ben, finalement, l'umami, on le trouve quand il y a temps long, que ce soit fermentation ou élevage ou peut-être même macération, mais c'est sur la longueur. C'est des persistances, des profondeurs de goût, des allonges de bouche, et qui font que les saveurs se mêlent et qu'avec le temps, effectivement, à un moment donné, le vin, il doit, je ne sais pas, je ne suis pas dans les molécules, mais le vin, il capte les acidités.
Après, il va capter les amers. Après, il va capter les salinités si on est patient parce que ça minéralise avec le temps. Et quand tout ça s'associe, ça peut créer des goûts umami. Pour ça, il faut avoir affaire à des vignerons qui font le boulot, qui travaillent en nature, en tout cas qui ne mettent pas plein de pesticides et plein de chimie, sinon il faut levurer et là, on n'a pas les mêmes éléments. Et puis après, ben, il faut toucher le Graal avec des vignerons qui sont aujourd'hui peut-être même pas 10% en France à faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas accessible à tous, mais si on cherche, on trouve. Ce n'est pas forcément des vins inaccessibles en prix. Voilà, ce n'est pas des vins cadeaux, hein, mais ce n'est pas les vins les plus chers. Il y a pas mal d'exemples où on va trouver ce bonheur-là. Et alors, J'ai vu passer, Emma, autant pour moi, une petite question d'un auditeur qui demandait un exemple oui. d'accord. Et je crois que pour être concret, encore une fois, sur cette histoire de repère, quand vous goûterez un vin ou un plat et que vous avez un film salivaire assez saillant, jaillissant, même peut-être parfois épaississant, soyez réactif à ce sujet-là. C'est peut-être que l'umami, en fait, se détecte en vous. Donc, c'est intéressant d'avoir ce repère. Mais essayez, alors, ce que disait Pascal, c'est totalement juste, en tout cas pour l'avoir vécu une fois. Vous essayez tout simplement à la maison, c'est très facile à faire, de prendre une huître au naturel et un verre de vin jaune, évidemment bien choisi, si c'est possible. Que vous aimiez ou non le vin jaune d'une manière ou d'une autre, vous pourrez vivre la sensation de ce que peut vous offrir un accord mets et vin avec la saveur umami. C'est-à-dire qu'on a une forte percussion de l'iode et de la salinité liée à l'huître, ce qui est en lien avec les acides aminés, ce qu'on appelait tout à l'heure notamment les nucléotides. Et dans le vin jaune est garni de glutamate, donc nucléotides et glutamate se rencontrent. Et tentez cela parce que ce n'est pas forcément si difficile à faire, mais par contre, vous allez avoir un accord de puissance, un accord d'intensité, mais normalement, vous devriez savoir ce que peut vous proposer comme saveur l'umami en bouche. Voilà. C'est une histoire de sensation, en fait. C'est vraiment à expérimenter, à Tout ressentir. à fait. Ouais, il faut répéter. Il y a une autre question qui est intervenue de Benoît qui disait, est-ce que cela veut dire qu'il faut laisser vieillir le vin, Pascal, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Pas forcément, parce que si on comprend bien, l'umami, ça intervient plus en amont, au moment Voilà. de la vinification, des élevages. Pour une bonne partie, en amont de la mise en bouteille, euh, il y a quelques exceptions. Les champagnes, qui eux vieillissent sur latte en bouteille avant d'être dégorgés et donc vieillissent avec le produit fermentaire de sucre et levure fait pour faire la prise de mousse. Et donc, il se passe une autolyse en bouteille qui peut provoquer des goûts umami selon le niveau de vin de base. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on va garder un vin en bouteille dans sa cave qu'on va avoir de l'umami. C'est parce que le vigneron aura fait un élevage long et il sera allé chercher sur les lits. Maintenant, si vous achetez des vins dans lesquels, certains vins nature, il y a encore plein de lits dans la bouteille parce qu'ils n'ont pas mis au propre avant de mettre en bouteille, il y a quelques exemples. C'est pas très clean et c'est pas très propre, c'est souvent tout trouble. Donc, je ne prône pas non plus ça. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple. C'est au vigneron de faire le boulot en amont et de l'amener à une fois en bouteille. Et s'il a fait le boulot, on l'ouvre tout de suite, il a l'umami. On l'ouvre dans 3 ans, il est bon. On l'ouvre dans 5 ans, il est bon. Un grand vin équilibré, ça doit avoir, je vais dire, en moyenne, un minimum de 10 ans de garde. Voilà. Au-delà, après, c'est certains grands terroirs. Mais entre 5 et 10 ans de garde, on peut y aller les yeux fermés. Mais c'est en amont de la mise en bouteille, effectivement, qu'on va chercher à capter cette densité, cette concentration de goût. Et c'est passionnant. Pour continuer un petit peu dans cette recherche de l'umami, mais alors on peut l'avoir dans le vin, on peut aussi le trouver dans d'autres boissons. Tout à l'heure, Magali, tu parlais de l'importance aussi de la température qui peut Oui. jouer sur les textures, qui peut jouer donc, sur cette expérience d'accord. Moi, ça me fait penser tout de suite évidemment au saké. Euh, on sait que les sakés, contrairement au vin, où bon, à part entre blanc, rouge et peut-être dans les blancs et dans les rouges, on a quelques degrés de différence, mais ça reste sensiblement pareil. Les sakés, on peut en avoir servi chaud, on peut en avoir servi tiède, froid. Comment on appréhende les accords et saké, du coup? Est-ce que ça reste sur les mêmes bases? Alors, déjà, j'ai eu la chance de travailler pour une maître de thé pendant quelques temps. Et en effet, j'ai appris à déguster chaud. Moi, le premier accord que je me suis retrouvée à faire, c'était vraiment avec le thé. Et il a fallu revoir effectivement sa perspective et sa façon de déguster. Et j'ai rapidement remarqué, en tout cas, voilà, pour moi, que les profils de thé qui étaient servis avaient quand même pour moi des marqueurs
comme pour, par exemple, le vin, une notion de tanin, la notion d'acidité, évidemment, qui fait partie aussi de tout cet équilibre. Pas forcément la notion de sucre, justement, mais de mon côté, je l'ai plus vécu avec ça, à travers ça, et appris à faire avec, puisque déguster chaud, tout de même, ça n'est absolument pas la même sensation. Ça déconcerte légèrement quand on démarre, en tout cas. Mais en effet, quand Pascal parle de longueur en bouche et ce genre de choses-là, moi, c'est ça qui m'a intéressé dans les accords, justement, sur des températures un petit peu plus élevées que ce qu'on sert, nous, dans le vin. Ce sont les longueurs en bouche. Puisqu'en effet, c'est ce qui fait, mais en fait, c'est ce qui fait le lien. Enfin, on parle de lien, de plaisir, ce genre de choses-là, mais pour moi, on en est là. Et en effet, ce genre de lien-là, ce genre de longueur en bouche que ça procure, bah, ça vous ouvre les papilles en fait et vous a envie d'avoir la suite. Quand Philippe parle d'addiction, ce genre de choses-là, ça provoque tout de même cette sensation-là. Et moi, je l'ai vraiment vécu au travers des boissons de thé, des thés millésimés qui existent, qui sont des thés issus du sud de la Chine, par exemple. Euh, et il y a une chose, voilà, sans trop dévier sur le sujet tout de même, c'est que le contenant aussi a tout de même une importance capitale. Au-delà du verre, il y a beaucoup de choses, voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être vues avec ça. Et c'est ce global-là qui apporte vraiment quelque chose de spécial à ces accords. Et il y a une dernière chose, si je peux me permettre, par rapport à l'umami, si les auditeurs sont intéressés par ces choses-là, alors on n'aime pas, mais il y a un ouvrage qui s'appelle Papilles et molécules de François Chartier. Et ça, c'est un ouvrage qui explique l'umami et qu'est-ce qui se passe dans les molécules au niveau du vin et au niveau des solides. Alors, ça peut ne peut-être pas parler vraiment aux personnes professionnelles ou autres, mais pour démarrer et essayer de comprendre, c'est un ouvrage qui est vraiment à la portée de tous, qui est très bien imagé, c'est pas un pavé plein de texte. Et ça, je trouve que ça aide à la compréhension, parce que retranscrire ce que c'est l'umami, c'est un exercice que Philippe fait extrêmement bien, mais ce n'est pas évident puisque c'est une sensation qui est nouvelle et qui n'est pas forcément culturelle non plus. Voilà. Oui, c'est très compliqué. Et c'est vrai que nous, c'est pas forcément culturel d'avoir de l'umami ou de le reconnaître. Parce que je pense qu'on peut en Oui, trouver énormément, hein, mais savoir le reconnaître, y être sensible, faut le trouver. tout à fait. Et alors, il y a vraiment cette notion aussi d'appétence. Hein, quand tu parles, c'est longueur en bouche qui donne envie d'y revenir. Oui. Et on trouve une notion de, voilà, de vraiment d'instinct primaire, d'appétence. On a envie d'aller vers ça, et ça enclenche des salivations aussi, qui vont également jouer dans nos jeux d'accords, de texture également. Oui, Alors, oui, ça joue. Pardon, Pascal, vas-y. juste pour compléter, quand là, tu parlais de la température, pour tous les auditeurs, pour les vins, essayez de ne pas boire les vins trop froids. Voilà. Ça, c'est un C'est combat, vrai. c'est le combat du quotidien dans les restaurants, dans les bars à vin. Et alors aujourd'hui, en tant que caviste, quand je vais en emporter, j'interdis presque aux gens de mettre la bouteille dans leur frigo à la maison. Voilà. Là, on est en hiver, je dis laissez-la sur le balcon. Alors, on est en hiver sur la Côte d'Azur, donc le balcon, ça va. Si on est en hiver ailleurs, peut-être faire gaffe. Mais en tout cas, un vin, ça se boit entre 10 et 18 degrés. En dessous de 10, ça ne devrait jamais être. Voilà. Donc ça joue parce que si on veut des goûts et des saveurs dans le vin, ben, il ne faut pas le glacer. Voilà, sinon vraiment on casse l'aromatique ou alors on masque l'aromatique, on sent plus rien. Et l'idée, bon voilà, quand même on déguste un vin, c'est d'accéder à l'aromatique, d'accéder aux textures. Parce que je pense qu'on parle d'aromatique qui va être masqué, mais la texture aussi, pour appréhender, quand on parle de toucher de bouche, de texture, si les vins sont glacés, il ne se passe pas grand-chose non plus. Ben, on durcit d'un côté les rouges, on raffermit les tanins par le froid, et donc on donne d'un côté rugueux. Et puis les blancs, on joue sur l'acidité et on les rend linéaires et stricts. Donc un peu de température, ouais, ouais, c'est bien. Et alors, pour rebondir un petit peu dans cette idée de nouveaux accords, là, il y a des petits exemples qui fusent. Euh, En plus de l'umami, la sommellerie rentre quand même un peu dans une nouvelle ère, hein, ça se modernise parce que ça suit la cuisine aussi, comme on disait tout à l'heure. On se diversifie beaucoup et on se développe et on va chercher d'autres accords que le vin. Est-ce que vous en pratiquez, vous en avez pratiqué? Magali, tu parlais des thés, justement. Est-ce qu'il y a d'autres boissons que vous iriez aller chercher pour créer des accords, ou est-ce que finalement on se cantonne que au vin et il n'existe que ça pour créer un accord de qualité? Eh bien, je me permets. Aujourd'hui, oui, il y a une grande mouvance. On va pas, il y a une grande mouvance pour la partie non alcoolique qui est quand même présente, de plus en plus présente, et il y a un travail qui est fait autour de cela. Maintenant, au-delà du vin, oui, parfois il peut y... Alors,
à mettre vraiment voilà, avec un certain recul, mais il peut y avoir aussi certains spiritueux. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on peut se permettre de s'ouvrir sur justement vraiment de l'accord précis, je dirais, dans le sens où, je ne sais pas, il peut y avoir certaines choses de fait, mais c'est pas, ça marche pas à tous les coups. C'est ça que je veux l'expliquer en tout cas. Et pour ma part, oui, en effet, il y a eu par expérience toute une série d'accords faits sur on s'inspirait de ce qu'il y avait dans le jardin pour le transformer voilà, en boisson, notamment non alcoolique, pour l'accorder justement sur certains plats bien spécifiques. Mais ça demande effectivement un temps, des essais, des loupés, de drôles de sensations, de la notion de température aussi, et comme je disais tout à l'heure aussi, le contenant dans lequel on le met et la façon dont on l'explique, puisque ça réside aussi là-dedans, c'est expliquer pourquoi. C'est quand même la base également par laquelle le plaisir va aussi passer. C'est expliquer et rendre accessible ces choses-là, puisque parfois je trouve que ça reste abstrait. Et c'est là notre rôle aussi, c'est rendre les choses accessibles et compréhensibles. Surtout. Et donc là, toi, tu parles hein, dans le contexte où vous avez créé finalement vos propres boissons pour les accords, en fonction Oui, il des... y avait toutes des créations, oui, il y avait vraiment des créations. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait les produits du jardin et il y avait également la démarche de prendre ce que la cuisine ne se servait pas pour que le circuit reste court et retransformer, recycler. C'était aussi l'essence de la maison. Ça faisait partie de la philosophie de la maison. Et en effet, on se décarcasse et quand on se rend compte finalement qu'une feuille d'avocatier, quand vous l'infusez, finalement ça sent l'anis, ça nous intéresse parce qu'il y a quand même quelque chose avec ça. Et voilà, c'est un exemple. Pareil pour les feuilles de figuier, quand vous les faites un peu torréfier. Et la dernière fois, on en avait un petit discuté avec un autre sommelier qui disait, ça donne des notes d'un peu de coco. Bon, ce sont des essais, ce sont des choses qui se font avec le temps, et bien évidemment, hein, ça demande tout ça. Mais tout de même, il y a des choses, pareil, il y a des ouvrages consacrés à ces choses-là, il y a des choses à faire à la maison qui sont accessibles à tous, et Oui, pas que dans les restaurants. complètement. Philippe, Pascal, peut-être, est-ce que vous avez déjà expérimenté du coup des accords autres que le vin? Je pense que oui. Vas-y, Philippe. Alors, on est quand même axé. C'est vrai que les boissons sans alcool sont aujourd'hui essentielles et je trouve que d'ailleurs il y a une très belle mouvance, notamment dans la production des boissons qui sont ingénieuses, que ce soit des sodas botaniques, végétaux ou fruités, c'est absolument merveilleux. Pour d'ailleurs une clientèle qui est intéressante, notamment, c'est le circuit adolescent. Pour l'initiation du goût, je trouve que c'est encore même mieux que parfois pour le client adulte qui a déjà des codes de goût bien uniformisés. La clientèle adolescente est très, très intéressante à développer à ce sujet-là. Après, je trouve que la boisson peut-être la plus intéressante, en tout cas auquel j'ai pris goût, c'est évidemment le saké servi à plusieurs températures différentes. Euh, Parce que c'est là que je me retrouve dans la sensation notamment du glycérol. Le glycérol et la structure d'alcool éthylique, pour moi, elle est quand même exhausteur de goût. Et au-delà du vin, pour m'y retrouver en termes de sensations et de goût, c'est peut-être le repère que j'ai eu de plus émotionnel en ce qui me concerne. Après, j'ai jamais oublié non plus la bière. Tout de suite après, pour moi, bière, cidre, poirée, ça fait partie quand même des boissons qui ont un degré alcoolique peut-être assez moindre, qui parfois sur une saisonnalité comme le printemps et comme l'été, parce qu'on fait jamais toujours les mêmes accords en termes de saison, c'est des boissons à expérimenter évidemment et à surtout ne pas oublier par rapport au nombre de microbrasseries aujourd'hui qui travaillent avec des bières extrêmement pointues. Je trouve que les accords sont sensationnels à vivre, que ce soit sur des plats de poisson, que ce soit sur des fromages ou même ne serait-ce que des desserts, ça fonctionne très très bien. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, que j'expérimente gentiment au restaurant, avec des plats plutôt notamment comme vous avez vous du côté de votre belle Méditerranée, des plats plutôt iodés, c'est la mixologie. La mixologie, travailler en fait sur des formats avec des boissons rafraîchissantes, hein, que ce soit sur des bases de jus de citron, des cocktails qu'on peut réaliser soi-même ou qu'on prend éventuellement dans la base classique de nos barman de France. Mais la mixologie aussi est extrêmement intéressante à explorer. La première fois que j'ai eu l'occasion de le faire, c'était à New York. Alors c'est assez étonnant, dans un restaurant mexicain où il s'appelle Cosme. Et là, en fait, il vous gambade, non pas sur une carte des vins, mais sur une carte de mixologie
Et la sensation de goût, là, il faut peut-être avoir un peu d'expérience, certes, par rapport à toutes les boissons que j'ai citées précédemment. Mais la mixologie est assez complexe en termes de sensation, mais avec des plats de tendance iodée, ça fonctionne vraiment très bien. Et je trouve que aujourd'hui, le monde bar est aussi assez accessible, et notamment avec l'esprit tapas ou autre, il y a des choses à explorer. Voilà, c'est les boissons que j'aimerais voilà, citer aujourd'hui par rapport à la question que tu as évoquée, en dehors du monde de vin. Voilà. Oui, parce que ça peut être super intéressant, justement, encore une fois, dans ces jeux de plein d'aromatiques différentes qu'on va aller chercher, peut-être opposées des fois aussi, contraire. Et c'est toujours ces jeux de texture. Et finalement, on se rend compte qu'on retrouve à chaque fois, hein, quand on va jouer avec les accords, que ce soit vin ou autre boisson, on va chercher ces deux éléments-là quand même qui donnent du relief, quoi. On cherche du relief, du volume. Il y a une question dans le chat de Florence qui dit comment emmener les clients sur des accords sans vin, avec du sans alcool ou des spiritueux, notamment dans les étoilés où la clientèle peut être très attachée aux traditions. Avez-vous été confronté Ouais. du coup Enfin, t'as pas, je ne suis pas certain que tu aies besoin de les emmener, puisqu'en fait, c'est eux qui y vont. Le Oui. client qui veut un sans alcool, il te le dit dès le départ, alors c'est à toi de mettre une offre en place. Et après, par contre, moi, je voulais rebondir sur le sans alcool. Et si vous voulez me faire plaisir, peut-être pas qu'à moi, hein, mais les vins sans alcool, si on pouvait arrêter ces conneries, ça serait pas mal. C'est un sujet aujourd'hui qui est en train d'envahir le monde du Oui. vin. Et faire du vin pour le désalcooliser, c'est énergivore. On rajoute du sucre à la fin parce que c'est tellement maigrichon et dégueulasse qu'il faut remettre de la pommade. Enfin, c'est tout sauf un bon produit. Il y a 1000 façons de faire un accord sans alcool. Des jus de légumes, des extractions, des infusions, du chaud, du froid. Enfin, voilà, on a assez de possibilités. Donc, moi, je combats le vin sans alcool et j'ai plein de potes vignerons qui font la même. Voilà. Donc, dans le sans-alcool, voilà. En tout cas, et si on fait des accords en dehors du vin, euh, pour expérience, j'ai vécu, c'était à mes tout débuts du métier, donc il y a fort longtemps, j'étais dans le Gers et on avait fait un repas autour des whiskies. Et c'est la première fois où j'étais marqué par un accord intéressant. C'était une huître avec du réfort et de la pancetta, avec un whisky qui était très tourbé. Et alors, il y avait deux façons de l'accommoder. On prenait le whisky un peu sec et il y avait la puissance de l'alcool qui venait chatouiller les papilles, mais en même temps qui dégraissait tout ce que le plat avait pu mettre en bouche. Et puis, il y avait le whisky, il y avait le même whisky allongé à peu près pour 50% avec de l'eau plate, si possible, une eau qui n'ait pas de goût. Et là, du coup, on casse le feu de l'alcool et on a les saveurs d'un whisky très tourbé qui, sur de la pancetta, une huître iodée, si c'est un whisky un peu écossais, où on joue dans la tourbe avec le caractère entre l'iode et puis le fumé. C'est des accords qui sont super intéressants à faire. Bien entendu, il ne s'agit pas de boire du whisky comme on boit du vin. C'est pour ça que de le diluer avec de l'eau et puis à petite gorgée. Et là, on peut faire des accords intéressants et sortir du monde du vin. Voilà. Mais je pense qu'on peut le faire avec tous les produits si juste on trouve l'accord gustatif. Parce que, en fait, finalement, là, on parle plus d'expérience. Donc, c'est en effet pas qu'avec le vin qu'on peut aller chercher tout un tas d'autres boissons. Et je pense qu'on est assez d'accord pour s'accorder là-dessus. Quitte à choisir un accord sans alcool, il y a toute une multitude de possibilités. On parlait des thés, des infusions, on peut parler des kombucha. Il y en a beaucoup de solutions autres que les vins désalcoolisés qui aujourd'hui sont en effet contraires aussi, hein, ce que nous on porte comme message dans le vin, notre soutien aux vignerons aujourd'hui, hein. Donc c'est pas du tout dans un sens de pousser à la consommation d'alcool, mais c'est quand on regarde un peu plus près comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe dans ce procédé-là, bah, on perd aussi toute cette notion de vivant, hein, dont on parle si souvent dans le vin, dans nos vignes, et qui provoque aussi voilà, on parlait de cette appétence et cette émotion qu'on peut trouver dans nos dégustations. Moi, j'ai envie de vous demander, puisqu'on s'approche quand même bientôt de la fin, jusqu'où on peut aller dans les accords mets et vins selon vous, ou dans les accords en général, si on voit plus globalement. Qu'est-ce qu'on peut oser et quels seraient peut-être les faux pas à ne pas faire, peut-être que vous avez déjà expérimenté, ou voilà, qu'est-ce qui pour vous serait un faux pas et jusqu'où on peut aller dans les accords? Je vous ai posé la question. Magali? Oui, oui, je Magali, réfléchis. Pardon. Non, parce que j'essaye de revoir mauvaises expériences et autres. Oui, une difficulté pour moi, accorder le liquide sur le liquide, c'est un sujet pour moi, quoi. Ça a été un sujet pendant longtemps, quoi. Je m'y retrouve pas, j'ai pas réussi à trouver l'équilibre qu'il fallait. Et le liquide sur le liquide, je trouve ça
plat, quoi. Enfin, c'était délicat de le mettre et en effet, c'est là où on se rend compte que effectivement le, la texture a toute son importance. Je pense à une expérience autour de l'artichaut aussi, qui peut se montrer très végétal, pas dans le sens noble du terme, mais peut-être même dans l'amertume. Et en effet, voilà, ça demande tout de même une réflexion autour de ça et toujours pareil, une explication pour être clair, expliquer là où on veut mener, qu'est-ce qui a fait que nous, on est transportés par ça et qu'est-ce qui fait qu'on veut transporter la personne en face de nous ou les personnes en face de nous, peu importe, avec ça. Et en effet, quand tu parles d'émotion, bien sûr que c'est l'essence même aussi, je pense, d'un accord mévin, c'est de l'incarner, de le vivre, de le faire vibrer en face. Mais en effet, comme l'a dit aussi Pascal, un bon vin et un bon produit, c'est quand même la base aussi. Et oui, il y a certains aliments comme ça. Pascal parlait de réfort aussi. Parfois, j'ai eu deux, trois petites choses comme ça, mais disons qu'après, avec le temps, tous les jours, les plats qui changent de façon fréquente et l'articulation que ça demande en permanence, les solutions, je trouve quand même, on a les solutions. Et puis, c'est toujours pareil, lorsqu'une assiette peut se montrer complexe, ou en tout cas quand on a envie de mettre plein de choses dedans, à mon sens, il faut quand même cibler ce qu'on souhaite mettre en avant et ce qu'on souhaite mettre justement, comme tu l'expliquais, en relief. Parce que le vin ne peut pas tout faire et le plat non plus. Et parfois, on a envie de mettre plein de choses, mais le vin, lui, il peut pas, ce n'est pas un caméléon. Donc, je pense dans ce cas-là, en tout cas, que quand on est un peu hésitant et à se dire, OK, bah, peut-être que là, ça va fonctionner, peut-être pas, je sais pas trop. Le mieux, bah, en effet, c'est quand même d'essayer, mais cibler ce que l'on souhaite mettre en avant. Est-ce que c'est la sauce? Est-ce que c'est une texture? Est-ce que c'est, je ne sais pas, de l'iode? Est-ce que on va vouloir chercher du végétal? Bien ça fait quand même partie des questions, je pense, à se poser pour pouvoir être un petit peu plus précis sur notre recherche. Voilà. Ouais. Et éviter du coup de s'y perdre en voulant peut-être représenter absolument tout. Faire plein de choses, oui. C'est souvent ça, l'accord mets-et-vins, et je le remarque même au sein de l'école, quand je travaillais dans un restaurant, où je me rends compte on voudrait plein de choses, on attend plein de choses, mais alors que peut-être, voilà, effectivement, il y a quand même certaines choses à cibler, et cette notion de plaisir, où est-ce qu'on la veut? Mais je pense que par rapport à ce que tu dis, de simplifier la cuisine aussi, à ramener la cuisine Oui, à l'élément central du plat. oui, Il y a pas mal de restaurateurs aujourd'hui où le plat, il est composé de beaucoup d'éléments. Et moi, j'ai toujours vécu avec des chefs qui prenaient un élément moteur, c'est-à-dire qu'on vous mettait en avant une Saint-Jacques, un turbo ou un légume, et tout ce qui venait autour était au service de cet élément oui. central. Et faire un accord mets-vin, du coup, on se basait sur cette destination de l'élément central et on cherchait un vin qui allait le porter, le sublimer et le compléter. Voilà. Donc après, moi, par rapport à ce que tu disais, Eva, pour éviter les trucs casse-gueule, euh, au tout début, dans l'introduction, tu as parlé de la finesse et de la puissance. Et je pense que ça, c'est assez facile à comprendre. Moi, j'essaye d'éviter sur un plat qui est beaucoup de finesse et d'élégance, de mettre un vin hyper puissant et bourrin et rustique. Voilà. Je ne marie pas une danseuse étoile avec un gros bourrin. Voilà, je ne vais pas citer de poisson, d'ailleurs, ce serait une bêtise. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut trouver si on a un plat qui a beaucoup de délicatesse, il faut un vin qui est aussi de la finesse. Et si on a un plat qui a de la mâche et de la densité, qui est un peu un plat rustique, un plat mijoté, eh ben on peut aller chercher un vin avec un peu plus haut de rusticité, avec un caractère un peu plus musclé. Et là, les accords, ils fonctionnent plus facilement. Voilà. Il faut faire attention de ne pas mettre. Moi, j'essaie d'éviter sur une Saint-Jacques, qui est par exemple un de mes, qui est fin, délicat, légèrement sucré. Ben, je ne mets pas un rouge hypertonique avec une Saint-Jacques. Voilà, ça ne me vient même pas à l'idée. Peut-être ça peut être bon pour certains clients. Moi, j'ai du mal à proposer ça. Oui, parce que l'idée aussi, ce qu'on va éviter à tout prix dans l'accord mets-vin ou mets-boisson, c'est qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Comme tu disais, on va le souligner, on va le porter, on va le sublimer, le mettre en valeur, le révéler, mais on essaye voilà, de toujours faire en sorte, hein, et c'est les premières bases qu'on apprend, nous, dans l'école des accords mets-vin, il ne faut pas que ça prenne le dessus, le plat ou le vin. L'idée, c'est vraiment, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie aussi beaucoup dans les accords. Philippe, un petit conseil peut-être Oui, alors la question est tellement vaste qu'il faudrait presque rajouter une heure de plus. On serait prêt à le faire, mais on doit tous aller travailler ou alors se reposer. Mais de ça, en fait, cette notion d'équilibre, Eva, ce que tu viens d'expliquer, je crois que la notion d'équilibre, elle va être
euh, parfois très juste pour l'un ou très mauvaise pour l'autre. Aujourd'hui, au restaurant, on vit une épopée un peu particulière, c'est-à-dire que le consommateur décide souvent de boire un peu moins, mais de boire bien mieux. Donc, on doit devenir en tout cas des ambassadeurs de la notion d'accord avec ce que en fait, le client il a envie de vivre et effectivement en respectant cette notion d'équilibre d'une manière ou d'une autre. Même si le client décide de vouloir boire un vin rouge avec un poisson, entre guillemets, ou même ne serait-ce qu'un vin rouge avec un fromage, ou alors de boire un blanc avec un pigeon, parfait. On a la situation. Le principal, c'est peut-être de se rattacher, comme le disait Pascal. Peut-être que là, ça ne sera pas forcément la notion du pigeon qui sera essentielle, qui est le plat phare, certes, mais peut-être se rattacher à soit la base de la sauce, ou ne serait-ce qu'une garniture qui va nous emmener à peut-être respecter le vin blanc ou le vin rouge ou autre. Et cette notion de goût, à partir du moment où il y a une sensation d'équilibre et de respect entre aliments liquides et aliments solides, là, on s'y retrouve et normalement, on vit une belle émotion. Donc, c'est évident. Et c'est la clé, l'émotion. Même si, comme on disait tout à l'heure, le choix du client ne reflète pas forcément les règles de la sommellerie. Avant tout, c'est la notion de plaisir qu'on place au cœur de l'accord et de l'expérience. Et encore une fois, on parle d'expérience et de moment. Depuis tout à l'heure, dans le chat, il y a beaucoup de curieux qui demandent des exemples Exactement. et qui ont envie qu'on parle voilà, concrètement d'accords, de donner des vrais exemples. Alors moi, avant de clôturer cette session, j'aimerais que vous nous donniez votre accord coup de cœur, voilà, en tant que sommelier. Quel est, pour nous en donner qu'un, hein, même si je sens que ça va être difficile, un accord qui vous a marqué, ou peut-être simplement quelque chose que vous avez expérimenté chez vous, pas forcément dans vos établissements. Qu'est-ce que ça a été le coup de cœur et pourquoi? Magali, tu veux te lancer? Oui, je réfléchis justement parce qu'il y a deux, trois qui me viennent en tête. Alors, je ne sais pas exactement lequel citer pour être plutôt synthétique dans ce que je dis. Euh, je Les pense, trois. en fait, je pense, alors il y en a un, c'est avec un vin de Xérès, vin de Jerez, dans le sud de l'Espagne, un Fino ou une Manzanilla. C'était un Fino. Et voilà, ce sont des vins très très secs, marqués justement par des longueurs en bouche grandes. Hein, que bon, là, on est au-delà, voilà, enfin, c'est un peu particulier. On sort un peu, on est dans le monde du vin, mais on est dans une catégorie un peu particulière avec ces vins justement marqués par des notes de noix très puissantes, la salinité qui est très présente. Et en effet, ça me fait penser à ça. Et franchement, c'était avec une assiette de jambon. Hein, franchement, c'est pas l'accord du siècle, hein, mais mon Dieu, quel plaisir, quoi. Mon Dieu, quel plaisir. C'était un grand moment, sincèrement. Et le deuxième, je pense, mais c'est pour ça que c'est un peu particulier, c'était au fin fond de Mendoza, en Argentine. Ils ont ce qu'ils appellent des vermuterias, des bars à vermouth. Et je me suis retrouvée à faire une soirée tout au vermouth que je ne connaissais absolument pas, toute la soirée avec justement cette notion de tapas que vous parliez tout à l'heure. J'y suis arrivée franchement en me disant, ok, ça va être cool un petit peu, mais enfin, ça va être peut-être un peu riche. Et au final, c'était superbe. Mais on rejoint toujours cette notion de longueur, prolongement en bouche. Enfin, c'est toujours ça, et cette finesse qui peut y avoir et la température, etc. Voilà, je pense à ces deux choses-là principalement qui m'ont marqué au-delà, je veux dire, d'un vin à un plat. Voilà, ça a été ça qui a été, ça m'a perturbé et ça m'a permis de remettre en question justement certaines choses pour pouvoir le rendre, le transmettre en tout cas aux clients ou aux élèves. Et ce qui est génial dans tes exemples, c'est que bah, on peut montrer que bah, le plaisir, l'émotion d'un accord mets c'est pas forcément que avec de la cuisine gastronomique, c'est pas Non, forcément que avec des plats, et qu'en fait on peut y trouver cet aspect surprenant, hein, comme tu dis, tu t'attendais pas à ça, et c'est surprenant et c'est marquant. Et je pense que c'est là que notre accord parfait, comme on en parlait au tout début, se crée. C'est l'expérience, l'émotion, est-ce que ça nous procure, et ça peut être avec des éléments très simples. oui. Oui, et puis de toute façon, pardon, hein, mais vous pouvez boire le meilleur vin du monde avec le meilleur plat du monde. Si vous êtes mal accompagné et que vous passez une soirée pourrie, désolé, hein, l'accord, il marchera pas. Hein. Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est comme ça. Je crois qu'il y a quand même toute une notion de contexte qui est aussi importante au-delà de l'accord. C'est ça aussi un accord. C'est là où on en vient à la notion de plaisir et d'émotion. C'est tout ce que ça implique autour pour nous et le souvenir que ça va en laisser. Ça dépasse le monde du vin.
Ouais, complètement. L'état psychologique, Magali, je me permets de rebondir et elle a tout à fait raison. La contextualisation, d'ailleurs, peut-être que beaucoup de nos auditeurs ont déjà vécu l'expérience. En vacances, ils découvrent d'une manière ou d'une autre un vignoble ou une bouteille, une cuvée qu'ils ont absolument adoré. Ils veulent absolument aller en acheter. Ils en achètent 6 bouteilles. Ils reviennent à la maison. D'une part, quand ils redégustent la bouteille, ils n'étaient pas en vacances, ils n'étaient pas en claquettes, ils n'étaient pas décontractés de l'esprit et ils se retrouvent à avoir passé peut-être une journée orageuse au travail. Et ils vont dire, on va quand même boire un verre de vin, on va reprendre une bouteille de vin qu'on a dégustée, évidemment, il y a peut-être un mois avant en vacances, et la contextualisation et l'esprit n'y est pas. Et finalement, le vin n'a pas le même goût, n'a pas la même saveur. Et ça, c'est peut-être effectivement un des éléments les plus importants relevés par Magali, notamment dans l'accord. Et après, j'ai vu passer notamment en notant qu'un vieux comté avec un très beau vin jaune, l'accord parfait, je suis obligé de le placer. L'un, je dis bien l'un des plus grands vins du monde qui va fêter ses 90 ans d'appellation d'origine le 15 mai 2026. Le vin jaune bien choisi, évidemment, donc à votre goût, en fonction de l'appellation, peu importe, mais peut-être que citer un Château Chalon qui a eu le temps au moins de vieillir peut-être une bonne décennie minimum, parce que ce n'est qu'un embryon quand il a que 10 ans, avec un très bon comté qui a au moins une vingtaine de mois de vieillissement et d'affinage. On parlait tout à l'heure de fusion et d'accord de sensation. On peut être hyper saisi par la situation, que l'on déteste le comté et que l'on déteste le vin jaune d'une manière ou d'une autre. Ce que l'on ne peut pas contester, c'est la fusion de l'accord qui existe entre ces deux produits de terroir. Et je crois que c'est un exemple concret que je citerai par rapport à ta demande, Eva. Et la fusion de l'aliment liquide et solide en simultané, quand on vit quand même cette situation, ça fait partie des plus beaux accords qui puissent exister sur cette planète entre le vin et le fromage, quand même. Ouais. Oui, oui. Et est-ce que Philippe peut nous dire un mot sur le poulet au vin, le poulet au vin jaune au mori, le classique? Est-ce qu'on le marie avec du blanc, avec du rouge? Très bonne question, Pascal. Si nos auditeurs sont très bons cuisiniers, tout dépend si vous faites une sauce à la crème ou si vous faites une sauce au beurre. Évidemment, rajoutez toujours un petit peu de vin jaune juste avant de servir, n'oubliez pas, parce que la cuisson fait évaporer quand même la notion de goût. Alors, Château Chalon, si il est un petit peu évolué, mais encore une fois que ce soit un Château Chalon de finesse, vieilli en cave humide par des vignerons qui ont permis de faire des vins jaunes d'élégance. Après, par contre, moi, ce que j'aime faire, c'est plutôt un chardonnay élevé sous voile. En termes de rapport prix-plaisir, parfois, c'est peut-être aussi un peu moins coûteux. Je parle toujours aussi du prix et du coût parce que c'est souvent ce qui fait la différence. Hein. Quand même, la bourse chez le caviste, ben, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et un chardonnay élevé sous voile, par exemple, sur les territoires de l'Étoile, domaine de Montbourgeot, on a le droit de les citer. Et pourquoi pas un Savagnin typé, ça peut aussi faire l'affaire avec une volaille au vin jaune et mori. Je préfère le marier avec un vin blanc typé, oxydatif, légèrement qu'un Château Chalon. Voilà, c'est personnel, mais par expérience, et même ne serait-ce que le client s'y retrouve vraiment. Voilà, Chardonnay sous voile, c'est ma petite option officielle. Et Pascal, Super. un accord Et coup de ben, cœur? après, pour les accords coup de cœur, si on fait l'accord campagnard maison que tout le monde peut faire à tout moment, une pièce d'agneau confite, genre épaule d'agneau boulangère au four, enfin ça c'est facile, c'est quelques heures de cuisson, c'est tout, mais c'est facile à faire. Et ben, un agneau confit avec ce caractère gras de l'agneau, nappant et onctueux, avec un rouge qui a un petit peu de mastanique et de puissance et avoir un peu d'évolution de style bandol pour donner quelque chose qui a un accent méditerranéen, mais base Mourvèdre, qu'on soit d'ailleurs en Rhône Sud, Châteauneuf, Gigondas ou Bandol. Voilà des accords qui fonctionnent. Ça, tout le monde peut le réaliser facilement. Ça donne beaucoup de plaisir. Et si je vais à la gastronomie, j'ai vécu avec un chef à Mandelieu pendant des années. Et quand je suis arrivé il y a 30 ans là-bas, un peu plus, il y avait un plat qui était un filet de canard avec une sauce thaï, parce qu'il avait vécu en Asie. Et donc, c'était une sauce qui était un jus de canard, mais relevé avec des épices thaï. Il faisait une pâte thaï lui-même. Et c'était assez intense. C'était servi avec un peu de mangue rôti. Et ça allait chercher le sucré salé, mais sur une pièce de canard qui était quand même goûteuse, texturée. Et les plus beaux accords que j'ai réussi, c'était avec des vins blancs de Jean-Michel Deiss, donc des vins blancs alsaciens. Jean-Michel Deiss, à l'époque, faisait tout le temps des vins avec du sucre résiduel. C'est un peu moins le cas de ce que fait son fils Mathieu.
Et mais ces vins qui avaient 10-15 grammes de sucre avec des grosses concentrations, des intensités aromatiques énormes, en fait, c'était ce qui venait le mieux tutoyer le plat. Et pourtant, quand je proposais du vin blanc quinquennard, les gens me regardaient avec des yeux, genre, t'es fou. Mais on faisait l'expérience de mettre un verre de rouge des fois en parallèle sur la table. Et quand les gens goûtaient et le blanc et le rouge, tout le monde buvait le vin blanc. C'était une évidence. Donc voilà, les accords, ils peuvent être à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer au départ en fonction de l'univers du plat. Ah oui, complètement. Et on peut pas se fier à des règles. On disait au début, il y a des règles de base. Certes, c'est des grands univers pour nous guider, mais en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte et on peut tellement adapter en fonction du plat, des éléments, des épices, de la cuisson aussi, de la sauce. Bon, si on repart là-dedans, on en reparle encore pendant 2 heures, mais Et si on choisissait la bouteille avant de cuisiner, ça serait pas mal, non? ah, et ça, on y vient de plus en plus aussi, hein, finalement. Et d'abord choisir le vin, d'abord, et il y a des restaurants qui vont le faire. Aller faire les menus ou les suggestions, les plats selon le vin. On inverserait un peu la Ben tendance. oui, comme ça permet de voir si on préfère boire du rouge ou du blanc ce soir-là. Au moins, on est tranquille, on a choisi le vin avant. Complètement. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un dernier conseil à nos auditeurs pour un accord réussi à la maison? Ok. Bah, comme je disais, Restez, moi, choisir la bouteille avant le plat, pour moi, et cuisiner avant, Un beau ça conseil. serait mon conseil. Euh, Parce que quand on choisit le vin, finalement, après, de par l'appellation, de par le style qu'on a choisi dans sa cave, on peut rapidement imaginer peut-être un plat suivant ce que l'on a soit fait au marché le matin ou ce que l'on a dans le réfrigérateur. Bah, on peut peut-être tenter de cuisiner simple ou même ne pas cuisiner peut-être, hein, en fonction de ça. Mais si on choisit la bouteille avant, ça peut être aussi très sympa. C'est ce que moi je fais souvent. Ouais, moi aussi, je suis plutôt d'accord. Magali, un conseil? un conseil, bah, restez simple, hein. C'est ça, c'est pas s'éparpiller, mais simplement écoutez ce que vos envies, tout simplement, et essayez. Et puis si ça marche pas, la prochaine fois ça marchera mieux. Mais c'est pas toujours du premier coup, quoi. Il faut bien le comprendre, hein. Ça demande des essais, ça demande des loupés, ça demande des choses qui font sourire, qui donnent la grimace, mais ne pas hésiter à essayer et oser, tout simplement. C'est pourquoi pas, en fait, hein. C'est important. Alors, c'est un art, les accords mévins, on dit souvent, mais c'est aussi un jeu, une gymnastique, hein. Donc, il faut oser, Oui, il faut essayer, il faut réessayer, il faut aller tenter, en fait, hein. oui, faut pas se dire purée, c'était pas bon, bon allez, et on laissait tomber. C'est le nombre de loupés que j'ai eu, le nombre de fois où je suis passée à une table en ayant des sueurs dans le dos en me disant je suis pas sûre de moi là. Mais ça demande beaucoup de temps et après oui, là, une fois que la gymnastique elle se fait et qu'on est nous-mêmes un peu plus élastiques à ça, ça devient incroyable. Mais ça demande en effet de oui, essayer. Et c'est passionnant. C'est super passionnant. Et Pascal, pour clôturer. Avant toute chose, l'exigence du produit. Parce Mm. que faire un accord mets-vin avec un vin qui a été plein de chimie, qui n'a pas d'âme et qui n'a pas d'émotion, ça ne sera jamais bien bon. Et si le plat, c'est pareil, que c'est un aliment qui n'a pas de vie, enfin. Donc voilà, moi je vous propose et je vous conseille d'aller chercher le vin chez un vigneron avec une vraie démarche, l'aliment dans le même sens. Et quand les deux ont quelque chose à raconter, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un accord. Ouais. Voilà. Mais après, Avec des bonnes bases déjà. il faut savoir où se fournir, il faut accepter des fois que ça a un coût. Et ben on en mange moins, on en boit moins, mais on fait mieux. Et ça, c'est bien dans l'air du temps. Et puis, ça suffit bien, vu le peu de travail physique qu'on fait aujourd'hui, on peut manger un peu moins. Ouais, puis c'est beau aussi dans le fait de valoriser nos produits aujourd'hui. Valoriser le travail, l'élaboration à la base, mais aussi le produit en lui-même. Donc finalement, en 3 mots, osez, jouez et prenez du plaisir avant tout. Je vois ça passe beaucoup aussi dans le chat, prendre du plaisir, et je pense qu'on est tous d'accord, hein, pour conclure là-dessus. L'accord mets et vin, grande source d'émotion, d'expérience quand même, on retiendra ça, et de plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous les Merci. auditeurs, Ok. d'avoir été avec nous et d'avoir participé. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une À la nouvelle tienne. édition. Merci.